34e prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les députés nationaux ont voté sans débat avec une majorité écrasante sur proposition du gouvernement. La pandémie de la Covid-19 ne constitue plus un problème de santé publique en RDC. Déclaration du virologue congolais Jean-Jacques Muyembe. Les détails dans ce journal. Au Burkina Faso, les assises nationales débutent ce vendredi pour 2 jours à Ouagadougou. Les différents représentants des couches sociopolitiques sont invités à participer à cette rencontre qui vise à mettre sur pied une nouvelle charte de transition. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, l'Angola, médiateur dans la crise entre la RDC et le Rwanda, a présenté au chef de l'État Félix Tshisekedi le général Joao Massonné, le nouveau responsable du mécanisme conjoint de vérification, un dispositif sécuritaire régional pour éviter les incursions aux frontières dans l'est de la RDC conformément à la feuille de route de Luanda. La rencontre a eu lieu en présence du vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Regardez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu dans l'après-midi d'hier jeudi, à son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine, le ministre angolais des Relations extérieures, Tete Antonio, porteur d'une lettre du président angolais Lourenço. Ce dernier était accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, venu également présenter au président de la République le responsable du mécanisme de vérification, le général Massonné Joao, conformément à la feuille de route de Luanda, à la dernière tripartite Angola, RDC, Rwanda, du mois de juillet dernier, il a été décidé à Luanda qu'un mécanisme devrait être créé pour la mise en œuvre de cette feuille de route. Son siège sera basé à Goma. À l'issue de l'audience, le diplomate angolais a déclaré que la venue de sa délégation en terre congolaise n'est autre que la réaffirmation de l'excellence des bonnes relations qui existent entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Nous sommes dans des initiatives nationales et régionales aussi, y compris des initiatives qui ont trait à la pacification de notre sous-région, dont celui ayant trait à la feuille de route de Luanda concernant la recherche de solutions pour les relations entre la RDC et le Rwanda. Ce que nous sommes venus faire, c'est de présenter le général angolais qui sera chargé du mécanisme de vérification, qui sera basé à Goma. Tete Antonio a émis le vœu de voir le général Massonné travailler en étroite collaboration avec ses frères et sœurs congolais. À la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu en audience une délégation de l'OIF conduite par le ministre de l'Intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga. L'Organisation internationale de la francophonie a annoncé au Premier ministre son appui technique au gouvernement congolais pour une organisation avec succès de 9e jeu de la francophonie en RDC. C'est toujours un plaisir de rencontrer le Premier ministre en sa qualité de chef du comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie. Une opération très complexe je suis venu ici pour réaffirmer une nouvelle fois la disponibilité de l'OIF à fournir un appui technique et une expertise pour l'organisation de ces Jeux. On a pu passer en revue toutes les différentes composantes de ce projet qui est, que je le répète, encore très complexe. Je suis venu pour voir les progrès qui ont été faits en matière d'infrastructure et pour discuter de la question du village des Jeux qui demeure un problème très pressant pour l'organisation des Jeux. Je l'annonçais au sommaire, 34e prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les députés nationaux ont voté sans débat avec une majorité écrasante sur proposition du gouvernement par la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese.
En dehors de la plénière, c'est la suite des contrôles et initiatives parlementaires. Désormais, les sapeurs-pompiers peuvent espérer de l'accompagnement des élus du peuple pour qu'ils soient un corps à part entière. Les détails dans cet élément. Très tôt matin, la résidence du député national Ados Ndombassi a été assiégée par plusieurs sapeurs-pompiers. Tous à l'unanimité ont décidé d'accompagner l'élu de la FUNA à l'Assemblée nationale pour déposer la proposition de loi portant organisation et fonctionnement de ces corps qui pendant très longtemps est resté négligé en République démocratique du Congo. Ados Ndombassi a indiqué que c'est inconcevable que les sapeurs-pompiers, de par leur mission, continuent à prester dans des conditions précaires. Peut-être 7 heures du temps. En tant que député national, je ne parle pas que je suis député de l'opposition, de la majorité. Je suis député national. Des lois Oyo, il faut valoriser Bilo. Il faut valoriser tous les sapeurs-pompiers qui sont dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Une initiative que les sapeurs-pompiers ont saluée tout en demandant à la corporation de s'aligner derrière la vision du député Ados Ndombassi. C'est le cas du commandant national et le numéro 1 de brigade anti-incendie qui demande l'accompagnement aussi des élus. Signalons que cette loi est la énième proposition que le député Ados Ndombassi a déposée pendant cette législature. Je l'annonçais au sommaire, la pandémie de la Covid-19 ne constitue plus un problème de santé publique en RDC. Déclaration du virologue congolais Jean-Jacques Mouyembe, le coordonnateur de la riposte contre la Covid-19, estime que l'immunité collective a atteint son point culminant. Il y a une accalmie sur toute l'étendue de notre pays et je peux même dire que la situation est vraiment sous contrôle. Covid, pour le moment, n'est plus un problème de santé publique, n'est-ce pas, dans notre pays. Et quand vous parlez de la vaccination, c'est également une bonne nouvelle, dans ce sens que le nombre de vaccinés ne fait qu'augmenter. Et donc, la population congolaise a pris conscience de la façon d'éviter, n'est-ce pas, la Covid. Et cet engagement de la population a fait que l'immunité collective dans l'ensemble, n'est-ce pas, de la population est très forte maintenant, ce qui veut dire que le virus circule difficilement. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Et si ça continue comme ça, donc nous pouvons dire que la pandémie est maintenant dans le passé. Coup d'envoi des travaux de la 3e revue conjointe de la stratégie du secteur éducationnel. Plusieurs partenaires de la RDC dans ce secteur, notamment l'USAID, l'UNICEF et l'UNESCO, se sont retrouvés au Fleuve Congo Hotel pour les lancements de ces travaux. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabar, qui a ouvert officiellement les travaux en sa qualité du président du groupe thématique éducation du gouvernement. La cérémonie était marquée par la présence de ses collègues de la formation professionnelle et des affaires sociales, du responsable du secrétariat permanent d'appui et de coordination du secteur de l'éducation SPACE, de partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation et de plusieurs acteurs du secteur venus de l'extérieur et de l'intérieur du pays. C'est un exercice technique important qui requiert la participation de toutes les parties prenantes que vous êtes. Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, chers partenaires, distingués invités, nous attendons de ces assises des recommandations claires sur la mise en œuvre des réformes sectorielles et des actions prioritaires d'ici 2025. Nous attendons également de chacun d'entre vous des engagements plus ambitieux au cours des prochaines années pour le développement et la transformation de notre système éducatif. La dite revue était axée sur l'analyse du rapport de suivi qui décrit l'état d'avancement de la mise en œuvre de la SSF et les résultats intermédiaires réalisés de 2016 en 2022.
Spoliation et profanation du cimetière de Kinsuka. Le gouvernement provincial annonce la démolition des constructions anarchiques érigées sur les tombes et la poursuite judiciaire contre les vendeurs. Très choqué par la réalité sur le terrain, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a décidé de démolir à partir de ce mercredi prochain toutes les maisons construites sur le site abritant les cimetières de Kinsuka. Le cimetière est régulièrement fermé depuis 2015 par mon prédécesseur. Alors pour l'instant, on ne peut pas encore construire dans ces cimetières, tout simplement parce qu'il n'est pas encore désaffecté par l'autorité urbaine. Pour désaffecter un cimetière, il faudrait attendre un délai minimum de 50 ans. Que la dernière personne ait été enterrée pour désaffecter un cimetière. Et nous leur donnons un délai d'une semaine. À partir de la semaine prochaine, mercredi prochain, nous reviendrons ici pour passer à la démolition. Une mesure saluée par les riverains. L'un d'eux dénonce aussi une complicité entre les agents de l'État. Si tu viens à 18h, tu verras les gens inhumer leurs proches. Comme le gouverneur est venu ici, qu'ils prennent des solutions. Dans toutes ces maisons, il y a des tombes et les gens s'en servent comme table à manger. Les agents de l'État y sont complices. Signalons que le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a prévenu qu'il n'y aurait pas d'indemnisation en faveur de ceux qui ont construit sur les cimetières. Il a également instruit son conseiller technique, la ministre provinciale des Affaires foncières et urbanisme, ainsi que le chef de division des Affaires foncières, à travailler d'arrache-pied pour déterminer le périmètre initial de ces cimetières. Parlons de cette rencontre dans la maison communale de Lemba entre les cadres de l'École nationale de la territoriale conduite par le directeur général et les agents de cette commune. Il s'agit d'une opération de remise à niveau pour plus d'efficacité dans l'administration publique. Des agents de l'État compétitifs, capables et compétents, telle est la motivation de cette formation de l'École nationale de la territoriale. Pour éviter les tâtonnements, l'École nationale de la territoriale a été invitée dans la maison communale de Lemba. Le bourgmestre intérimaire est plus que ravi de l'opération. Nous voulons que les gens de l'État soient capables, soient compétents et qu'ils comprennent bien son rôle. Parce que vous savez, l'administration publique, c'est la colonne vertébrale d'un État. Quand l'administration publique est malade, alors l'État est malade. Dieudonné Djoumi Choucha, directeur général de l'École nationale de la territoriale, qui a personnellement fait les déplacements, fait le lien entre cette opération et son institution. Et cela relève de mission de notre école. Notre école a pour mission globalement d'assurer la formation professionnelle des cadres territoriaux. Et donc, nous avons, dans le cadre de ce projet-là, de ces missions, nous sommes venus à la commune de Lemba pour commencer une première série de formations que nous allons entamer à travers toute la ville de Kinshasa. L'État congolais a la charge de former ses agents pour plus d'efficacité dans le travail. L'ENT compte se rendre dans plusieurs autres entités, au-delà même des communes, pour parvenir à ses fins. Et puis c'est un diplôme de plus pour Télé 50. Arlette Boutella a reçu le diplôme Moissi à Congo pour le travail abattu au quotidien à Télé 50. Elle figure parmi les 30 femmes qui incarnent l'espoir du Congo de demain. Cette belle Révolution Plus qui est venue lui remettre le diplôme jeudi à la rédaction de Télé 50. Ils ont fait les déplacements jusqu'aux installations des Télé 50 et ce sont les membres de l'ASBL Révolution Plus. Tout est parti d'un sondage effectué au mois de mars 2022 pour rechercher les femmes qui incarnent l'espoir du Congo de demain. Au mois de mars, nous avons mené une campagne Moissi à Congo, Moissi à Elikia. Précisément le 4 mars, nous avons nommé Madame Boutella Arlette comme une femme de l'espoir pour le Congo. Nous étions à la première phase. Au mois de novembre, à partir du 11, on avait lancé la deuxième phase, qui est celle de remise des brevets de mérite. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui à la rédaction de Télé 50 pour remettre officiellement à Madame Boutella son diplôme de mérite comme la femme de l'espoir, où le Congo peut compter pour le Congo.
De ces sondages dénommés Moissi à Congo, Moissi à Elikia, c'est la journaliste Arlette Boutella qui est primée à ses jours pour le dévouement dans l'exercice de ses fonctions. Un motif de satisfaction pour la primée. Merci beaucoup, merci. Venant des jeunes étudiants, c'est une surprise. Je dis grand merci à, non seulement à Télé 50, grand merci à vous d'avoir mené ce sondage et grand merci également à toute la rédaction parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut parler de moi, mais j'existe aussi grâce à une rédaction des confrères et consoeurs avec qui on partage très souvent les idées pour que nous puissions être les meilleurs parmi les bons. En effet, présentatrice des émissions sportives, Arlette Boutella est jugée aujourd'hui comme polyvalente au regard des différentes prestations qu'elle exécute avec brio, une fierté pour toute la rédaction. Signalant que cette liste des 30 femmes qui ont été nommées, Arlette Boutella se trouve à la 4e position après la journaliste Rachel Kitita, la sénatrice Francine Mouyumba et la députée Colette Tchomba. Et en dehors de nos frontières, 11 personnes tuées et 53 autres grièvement blessées. C'est le bilan provisoire d'un accident qui s'est produit au Mali sur l'axe Sévaré-Bandiara. Un bus de transport en provenance de Bamako pour Koro a explosé. D'un pays à un autre, des assises nationales s'ouvrent ce vendredi 14 octobre au Burkina Faso pour nommer un président de transition 2 semaines après un second putsch en 8 mois qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré, dont les partisans souhaitent qu'il soit désigné en dépit de sa volonté affichée de ne pas l'être. Ces assises vont se dérouler pendant des jours dans la salle des banques Ouaga 2000. Juste des semaines après les coups d'État qui a renversé les colonels Paul-Henri Sandaogo, ces assises visent à mettre en place une nouvelle charte de la transition et nommer un nouveau président. Cet événement national s'adresse aux forces vives de la nation, à savoir la classe politique, la société civile et les représentants de la population déplacée. En tout, près de 300 personnes sont attendues, outre les MPSR, les forces de sécurité, la société civile, les volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs civils de l'armée. Les organisations coutumières sont invitées à désigner des personnes pour les représenter. Côté classe politique, les militants du MPP, les partis de l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré comptent être présents malgré des divisions internes. Aussi, l'ancien parti des Blaise Compaoré a confirmé sa participation. Le premier enjeu est donc l'adoption d'une nouvelle charte par l'Assemblée des forces vives. La mouture présente aujourd'hui conduira-t-elle certains acquis à la précédente charte adoptée en début d'année qui, parmi les aspects essentiels, figurait notamment l'article 10 qui stipulait que les présidents de la transition n'est pas éligible aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées à la fin de la transition. Une page noire dans ce journal, il fut musicien de talent, saxophoniste, auteur-compositeur, chef d'orchestre, producteur des disques et entrepreneur. Il avait consacré plus de 40 ans de sa vie à l'émergence de la musique congolaise. Georges Kiamwangana Mateta Diverkus est décédé jeudi au centre médical de Kinshasa des suites d'une longue maladie. Son parcours musical dans ce récit de Bob Ambongo. C'est 38 ans d'âge et plus de 60 ans de carrière musicale. C'est ce que l'on retiendra de Georges Kiamwangana Mateta Diverkus. L'homme s'est révélé sous plusieurs facettes qui lui ont permis d'asseoir sa notoriété. Compositeur, Verkis a été auteur d'une pléthore de tubes à succès, dont Nakomitunaka, une chanson culte dans laquelle il avait dépeint sur fond d'un questionnement un certain nombre d'effets bibliques qui, d'après lui, étaient défavorables à la race noire. Dès son jeune âge, il s'intéressait à la musique. Il apprit le maniement de la clarinette à la fanfare Kimbangis. Suffisamment forgé, il se lança dans la musique au sein de l'orchestre Los Cantina en 1962. C'est en ce moment-là qu'il adoptera le nom de Verkis, inspiré du saxophoniste américain King Curtis, entendant le nom Curtis comme Verkis. Après un bref passage dans Congo Rock, Verkis rejoignit
Lokejas de Luambo Makiadi qu'il quitta en 1969 en faveur de l'orchestre VV qu'il avait mis sur pied. Entrepreneur et éditeur de disques, Kiamwangana Mateta a été à la tête de 2 autres groupes dont Kiam et Lipwa Lipwa. Très ingénieux, il a fait référence sur le continent pour avoir été le premier Africain en 1976 à posséder une maison de disques et aussi pour avoir fait propulser plusieurs artistes devenus des stars congolaises par le biais de son studio d'enregistrement et de son label VV, initiatrice des 45 tours pour un titre. Son autre qualité d'entrepreneur se dégage par des initiatives louables comme l'érection d'un immeuble VV Center qui a vu naître et grandir artistiquement des talents musicaux. Depuis 1988, Verkis Kiamwangana, surnommé Mr Dynamite par James Bond de passage à Kinshasa, avait été aux commandes de l'Union des musiciens du Zaïre, Umusa, devenu Umuko. Né le 19 mai 1944, Verkis Kiamwangana Mateta s'est éteint à l'âge de 78 ans après plus de 60 ans de carrière musicale. Que son âme repose en paix. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. « 34e prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Les députés nationaux ont voté sans débat avec une majorité écrasante sur proposition du gouvernement. La pandémie de la Covid-19 ne constitue plus un problème de santé publique en RDC. Déclaration du virologue congolais Jean-Jacques Mouyembe. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis au Burkina Faso, les assises nationales débutent ce vendredi pour 2 jours à Ouagadougou. Les différents représentants des couches sociopolitiques sont invités à participer à cette rencontre qui vise à mettre sur pied une nouvelle charte de transition. Merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse dans une présentation signée Christian Kalonji. Bienvenue Christian. Merci, grâce. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Ottawa, au Canada. À la une de votre revue de presse, l'Assemblée nationale a prorogé l'état de siège pour la 34e fois. Effectivement, grâce à Lambo, c'était lors de la plénière d'hier jeudi que les députés nationaux ont voté la prorogation de l'état de siège pour la 34e fois dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en proie justement à l'insécurité causée par des groupes armés étrangers et locaux, rapporte 7sur7.cd. Grâce, ce vote s'est déroulé sans débat après la motion des procédures du député national Prosper Boukassa, qui a appelé ses collègues à éviter toutes les discussions publiques sur les questions hautement sécuritaires. Sur 386 élus présents dans la salle de congrès de l'hémicycle du Palais du Peuple, 383 ont voté pour cette prolongation. Il s'agit donc là d'une majorité absolue. Grâce, ce vote intervient après la rencontre des élus de l'Ituri et du Nord Kivu avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon Radio Okapi.net, cette rencontre a permis justement au président de la République d'annoncer la tenue en novembre prochain d'une table ronde qui décidera donc de l'avenir de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il sera donc question, grâce à Lambo, de pouvoir soit lever ou requalifier l'état de siège qui, pour beaucoup, n'a pas produit des résultats escomptés. Un autre titre de votre revue de presse, Christian, le gouverneur de la ville de Kinshasa va en guerre contre les constructions anarchiques, notamment dans les cimetières. Évidemment, c'est à l'issue d'une visite effectuée au cimetière de Kinsuka hier dans la commune de Mongafula que l'autorité urbaine a pris donc cette décision. L'objectif de sa descente était de s'imprégner de la spoliation et profanation de ces lieux de repos des morts, pointe opinioninfo.cd. Après un constat amer, Gentini Ngobilambaka a décidé de la démolition dès le mercredi prochain de toutes les maisons construites sur le site du cimetière de Kinsuka.
À en croire Mediacongo.net qui revient également sur ce sujet. Gentini Gobila a rappelé au passage que ce cimetière a été fermé par l'un de ses prédécesseurs depuis 2015 parce qu'il n'y avait plus d'espace pour des enterrements, avant d'avertir qu'aucune indemnisation ne sera accordée à ceux qui ont construit sur ce site en profanant les tombes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a donc profité de l'occasion pour interpeller les chefs coutumiers sur leur devoir, celui de protéger les terres et non de les vendre, car ne possédant pas la compétence. Et en culture, pour finir, le célèbre artiste congolais de renommée internationale Verkis Kiamwangana a rendu l'âme. Triste nouvelle, grâce Salambo. Nouveau coup dur également pour le monde musical congolais. Le grand saxophoniste Verkis Kiamwangana Mateta, qui fait justement la fierté de la musique congolaise, a tiré sa révérence au centre médical de Kinshasa à l'âge de 78 ans, rapporte Benin Web Télévision. Né le 19 mai 1944, Georges Kiamwangana Mateta était un musicien principalement saxophoniste, compositeur, chef d'orchestre, producteur de disques et chef d'entreprise musicale en République démocratique du Congo. Bien que reconnu comme un musicien talentueux et prolifique de tout le temps, il était encore plus remarquable en tant que le premier Africain indigène à posséder une maison du disque et pour avoir présenté de nombreux artistes congolais majeurs au monde par le biais de son studio d'enregistrement et de son label VV. Congo Profond, qui revient également sur ce sujet, précise que cet artiste de renommée internationale était reconnu par de nombreux mélomanes de la rumba congolaise comme l'homme au poumon d'acier grâce à sa maîtrise de la flûte et de la clarinette, mais aussi du saxophone. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci Christian Galanger. Je vous en prie, grâce de partager un plateau. C'est la première fois? Effectivement. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de la télévision du cinquantenaire. L'actualité reste incrutinée.